Connaissance, recherche, sciences, Dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci Peter, et merci bien sûr pour l'invitation à parler dans un lieu aussi prestigieux. Alors, ma présentation va finalement suivre un petit peu le plan de celle de Bertrand, puisqu'il va essayer d'avoir une approche chronologique. Néanmoins, il aura beaucoup moins de substance, puisque les résultats sont à venir. Donc je vais essayer justement de contextualiser un tout petit peu ce sujet et puis vous dire que finalement il y a bien trois périodes, mais que le plus gros du travail reste à faire dans le cas qui nous concerne. Alors je ne parlerai pas de prévention de la transmission mère-enfant, ou très brièvement, puisque Nicolas Méda a largement abordé ce sujet ce matin, et je ne parlerai pas non plus de l'utilisation des antirétroviraux à usage de prophylaxie pré-exposition ou post-exposition. Ce sont d'autres sujets. Il s'agit véritablement ici d'envisager les combinaisons d'antirétroviraux dans un cadre plus général. Alors, j'ai fait extrêmement court comme contexte, mais finalement, mes collègues qui ont précédé vous ont déjà à peu près tout dit. Simplement, j'ai peut-être porté un jugement un peu fort d'emblée sur cette diapositive en disant que nous sommes dans une impasse. Nous sommes en tout cas dans une situation extrêmement délicate, puisque, comme cela a été dit ce matin par Jeff, les changements dans les comportements sexuels peuvent avoir, dans certains contextes, donné des résultats, ainsi que l'utilisation des préservatifs, mais la durabilité et l'étendue à très large échelle sont extrêmement difficiles à garantir. Lorsque Jeff a montré ce matin l'exemple du Zimbabwe, on peut s'interroger de savoir si dans la période pendant laquelle il a montré ces évolutions très positives dans l'évolution de l'incidence du VIH, le démantèlement total de l'économie et de la situation sociale dans ce pays ne peut pas avoir quelque part aussi eu un effet, au même titre, en tout cas on l'espère, que les changements des comportements sexuels et que l'utilisation des préservatifs. En ce qui concerne la circoncision masculine, je crois que Bertrand, nul ne pouvait mieux que lui nous convaincre de l'efficacité, mais lui-même a bien mis dans sa dernière diapositive, me semble-t-il, qu'il s'agissait d'une mesure partielle, extrêmement pertinente, extrêmement efficace probablement, mais qui ne pouvait pas à elle seule probablement emporter ou en tout cas suffire. Quant au microbicide, c'est vrai que la conférence de Vienne a fait enfin basculer cette problématique du côté positif, mais un essai avec encore beaucoup de difficultés d'interprétation ne va pas suffire pour aujourd'hui s'engager vers l'usage exclusif des microbicides. Alors, sur 1996-2007, ce qui s'est certainement passé, c'est l'introduction à très large échelle, et nous nous en félicitons tous, des antirétroviraux à usage thérapeutique. Et même si ce n'était pas l'objet, la plupart des lieux ou des populations où l'introduction de ces antirétroviraux a été accompagnée par une recherche pour étudier comment cela se faisait, on a observé un certain nombre de données extrêmement positives et intrigantes, mais surtout positives, en rapport avec la prévention de la transmission sexuelle. Ce qui aboutit finalement à formuler une hypothèse assez intéressante et sur laquelle je vais revenir en extrayant quelques données, c'est que les combinaisons antirétrovirales ont un potentiel fort d'être un moyen de prévention de la transmission sexuelle, et compte tenu des résultats obtenus avec les autres mesures, peut-être à l'exception de la circoncision, et certainement au vu des premiers résultats d'observation qui ont été faits et que je vais relater dans quelques minutes, ils ont le potentiel d'être au moins aussi efficaces, voire même plus efficaces que les autres mesures, et en tout cas d'être intégrés à un paquet de prévention. Alors, dans cette période, on a accumulé des données
observationnelle, tout d'abord extrêmement intéressante, en Ouganda, dans une population rurale dans laquelle il n'y avait à l'époque pas d'antirétroviraux, et où les populations qui ont pu être suivies et dans laquelle les chercheurs ont mesuré l'acquisition de l'infection ont pu, à partir des échantillons biologiques, lorsqu'il a été possible de les traiter sur le plan virologique, observer que, notamment lorsque la charge virale du cas index était extrêmement basse, non détectable avec des seuils qui à l'époque étaient un petit peu élevés, eh bien on ne trouvait pas de transmission à leurs partenaires, et on avait de manière, donc dans l'autre sens, une relation extrêmement pertinente entre plus la charge virale était élevée et plus le risque pour le partenaire de se contaminer devenait élevé. Ça, c'était en l'absence de traitement. Alors, au cours de cette décennie également, on a utilisé progressivement les antirétroviraux, comme cela a été très bien montré ce matin par Nicolas Méda, de plus en plus d'antirétroviraux chez les femmes enceintes, et vous voyez les taux de transmission que l'on a obtenus au fur et à mesure qu'on a cumulé les antirétroviraux et leurs combinaisons. Autrement dit, on avait chez la femme enceinte le modèle que les antirétroviraux pouvaient avoir un effet bénéfique et un effet très important, voire même de quasi-élimination d'un mode de transmission. Nicolas a montré ce matin les données que notre équipe a elle-même accumulées en Côte d'Ivoire, mais j'ai repris ici des données plus générales sur le sujet, bien sûr, qui montrent le même résultat. Alors, j'ai pris 3 études africaines qui, au cours de cette décennie, ont apporté quand même aussi des compléments d'information qui vont dans le bon sens, si je peux dire. Il s'agit d'études qui travaillent sur des couples séro-différents, et des couples dans lesquels, des populations de couples dans lesquelles on fait la promotion du préservatif. Une étude qui n'a pas de trithérapie, une étude où il y a de la trithérapie, et une étude où il y a une période avant et après la trithérapie. Il y a maintenant d'autres études disponibles, mais celles-ci sont particulièrement, je pense, intéressantes à mettre en perspective. Dans les études où il n'y a pas de trithérapie, voici à peu près les risques que l'on peut mesurer de transmission au sein de ces couples. Là, c'est la période avant la trithérapie dans l'étude C, et vous avez en vert ici les taux que l'on va obtenir dans la période de trithérapie. Certainement en plus, ces résultats sont empreints d'une certaine marge d'erreur, car finalement, il s'agit de données d'observation et les séries n'étaient peut-être pas assez larges pour arriver à démontrer qu'on était très proche de zéro, voire zéro. Donc là, il s'agit de données d'observation. Avant-après, c'est une forme d'observation qui présente énormément de limites, et probablement on ne peut pas aller beaucoup plus loin en matière de données observationnelles que ce que je vous montre ici, qui est tout à fait compatible avec ce que Bruno nous a montré tout à l'heure. Je pense que c'était en Espagne, mais il y a également d'autres études de ce type. Alors, dernière donnée observationnelle de cette décennie ou de cette douzaine d'années d'introduction des antirétroviraux, parue dans le Lancet le mois dernier par l'équipe de Montagnères, ce sont ce qu'on appelle des données écologiques, c'est-à-dire où l'on met en parallèle 2 types de données, en l'occurrence très solides, recueillies dans la même population, une province du Canada, la Colombie-Britannique. Les données sont solides parce que les systèmes d'information qui les recueillent nous donnent des bonnes idées sur la représentativité, voire l'exhaustivité des phénomènes que l'on mesure. Ici, le nombre de personnes que l'on met sous antirétroviraux progressivement dans la Colombie-Britannique pendant cette période, et ici, le nombre de nouvelles infections qui auront été diagnostiquées pendant cette période. Ici, on multiplie par 5 le nombre de nouveaux traitements. Ici, on divise par 2 l'acquisition des nouvelles infections diagnostiquées. Données écologiques, imparfaites, simplement indiquant assez fortement qu'il pourrait y avoir une relation entre les deux phénomènes. Alors, que peut-on conclure de cette douzaine d'années d'observation, à nouveau le plus souvent indirecte et pas nécessairement construite pour répondre à cette question ? Eh bien, incontestablement, en matière de prévention de la transmission mère-enfant, que les trithérapies sont la meilleure approche du problème, et l'OMS s'y est maintenant ralliée.
qu'incontestablement, avec la trithérapie, on a des taux de transmission sexuelle au sein des couples qui sont abaissés, et que probablement, en tout cas c'est ce que montrent les études africaines, et lorsqu'on peut combiner les deux, probablement plus efficace, et en tout cas avec un effet qu'on pourra probablement qualifier d'additionnel, même si sur le plan statistique on pourrait bien sûr discuter amplement de ces effets. Deuxième et dernier type de conclusion, il y a une coïncidence, mais le terme anglais n'est peut-être pas le bon lorsqu'on le traduit en français. Il y a en tout cas une superposition de l'apparition des antirétroviraux dans la population sous la forme de traitement et la baisse ou au minimum la stabilisation des nouvelles infections. J'ai présenté les données de Colombie-Britannique. Il y a des données aussi de Suisse, de Hollande et probablement d'autres à venir sur le sujet. Donc voici un petit peu ce que nous disent les 12 années pendant lesquelles les antirétroviraux ont été introduits, majoritairement au nord et plus récemment au sud. La question, c'est, avec cela, est-ce que l'on pouvait aller beaucoup plus loin et pendant combien de temps allait-on encore réfléchir à cette question? Alors, vous voyez que cette période que je qualifie celle des modèles et des discussions, j'estime qu'elle a commencé en 2008 sérieusement et j'ose espérer qu'elle est en train de se terminer. Dans le sens où les modèles et les discussions, d'ailleurs, ont été assez productifs. Grosso modo, il s'agissait de se poser la question, qu'est-ce qu'il arriverait à l'épidémie si l'on traitait beaucoup de gens, voire même une grande majorité de personnes vivant avec le VIH dans des populations. Alors, les modèles ne sont pas aujourd'hui, somme toute, si nombreux que ça dans la littérature. Le plus retentissant, probablement parce que ça a été le premier, certainement comme l'a été aussi l'étude de Bertrand sur la circoncision, est un modèle certainement imparfait, car comme tout modèle, il repose sur beaucoup de paramètres, et on peut critiquer chacun d'entre eux à l'envi. Mais néanmoins, avec toutes les hypothèses qu'ont fait ces modélisateurs et cette équipe assez sophistiquée et très performante, ce qu'ils nous disent dans ce modèle est à peu près juste. Si l'on se contente de traiter les personnes qui ont moins de 350 CD4, ce qui est actuellement la recommandation minimum, on ne fera pas reculer l'incidence d'une manière tangible. Ces modélisateurs vont à dire qu'il faut tester la population entière et de manière relativement fréquente et traiter tous ceux qui sont infectés pour voir sur une période d'à peu près une trentaine d'années l'épidémie, vous le voyez dans ce cas, disparaître ou être à un niveau de contrôle qu'on pourrait qualifier de quasi parfait. Alors, on suivit de ce modèle d'autres modèles, beaucoup de discussions entre modélisateurs. Dans un court article que nous avons écrit il y a quelques mois et qui accompagnait une des études que je vous ai présentées tout à l'heure, nous disions il y a probablement assez de modèles. Bernard Herschel, lorsqu'il a repris nos propos et qui avait co-signé l'article, lorsqu'il a repris nos propos à la conférence de Vienne, a dit arrêtons les modèles et essayons d'obtenir des données solides. Et c'est, je crois, ce vers quoi nous devrions tendre. Alors, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas attendu, vous voyez, la fin 2009 pour prendre ce sujet au sérieux et rassembler des experts sur ce sujet. Donc voici quelques conclusions. Ce n'est pas encore un document officiel, mais je me suis permis de mettre ici quelques-unes des conclusions. Le constat que nous connaissons tous, qu'aujourd'hui, quand on met 2 personnes sous traitement, il y a 5 nouvelles infections qui apparaissent, qu'il s'agit que l'effet des antirétroviraux doit être considéré comme sérieux, que voilà, cette consultation était un bon début, mais ça, c'est un langage peut-être onusien. Peut-être que les agences des Nations Unies ne peuvent pas faire beaucoup plus, et qu'en tout cas, elle encourage à ce que maintenant l'agenda de recherche sur ce sujet avance d'une manière relativement rapide.
D'où ma proposition. Bertrand a dit il fallait combien, je crois, 36 ans, c'est ça, ou 38 ans, entre la première étude et ce qu'il pense être la fin d'une expérience réussie. Je plaide pour ma part ici pour, vous voyez, 96, 2015, 20 ans, ce qui ferait presque moitié moins, mais ce qui serait quand même absolument considérable, à la condition que sur les 5 ans à venir, on fasse les recherches nouvelles qui nous amènent à des conclusions positives ou négatives permettant de formuler des recommandations, car les données que je vous ai présentées ne peuvent pas, je pense, permettre de formuler des recommandations très approfondies. Alors, il y a déjà une étude en cours, financée par le gouvernement américain et qui randomise des couples sérodiscordants entre traitement immédiat versus traitement différé selon les recommandations des pays. Il s'agit d'une étude qui a lieu dans un très grand nombre de pays dans le monde, qui va prendre au moins 5 ans d'observation pour chacun de ces couples et dont il faut à peu près attendre les résultats vers 2015. Ce qui est déjà un énorme avantage. En tout cas, le calendrier correspond à peu près à celui que j'ai proposé. Évidemment, les couples sérodiscordants et stables, si l'on démontre quelque chose dans cette population, l'extrapolation sera quand même un petit peu difficile. Et donc, on ne peut pas imaginer probablement que les résultats de ce seul essai pourraient permettre de passer à une phase de formulation de recommandations. On ne peut pas refaire la même chose à l'échelle d'une population en faisant une randomisation, un tirage au sort individuel pour des raisons que je crois nous comprenons tous. Il faut donc d'autres approches possibles de recherche. C'est ce qu'on peut appeler des essais d'intervention à une base populationnelle, où il faut travailler différemment pour étudier les effets. À ma connaissance, il y a 2 projets de ce type qui sont très avancés dans leur conception. Un projet par Jonathan Weber et collaborateurs, et un autre projet sous l'égide de l'ANRS que je connais un tout petit peu plus et qui pourrait se dérouler en Afrique du Sud. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud et pourquoi cette région d'Afrique du Sud? Eh bien, pour des raisons qu'on peut comprendre, lorsque l'on sait qu'il s'agit d'une des régions au monde où la population est le plus affectée par le VIH en termes de prévalence, où l'incidence y reste aujourd'hui extraordinairement élevée dans un contexte où les moyens de prévention sont pourtant accessibles, où aussi l'accès au traitement s'est fait progressivement dans le contexte que l'on connaît de l'Afrique du Sud, et où il y a, ce qui est très important pour mener à bien ce type de nouveau projet, une infrastructure de recherche, et une infrastructure de recherche qui soit pluridisciplinaire, puisqu'on voit bien qu'ici, je vais y revenir dans un instant, les enjeux ne sont pas exclusivement, loin de là, des enjeux biomédicaux. Enfin, dernière raison, parce que les autorités, en tout cas les autorités locales et nous l'espérons nationales, ont manifesté un certain intérêt et un certain possible engagement. Et je pense que toutes ces conditions, il faudrait les retrouver ailleurs en Afrique, il faudra les retrouver ailleurs en Afrique pour que ce type de recherche soit envisageable. Alors, ce projet pourrait, je dis bien pourrait, car il n'est pas encore démarré, fonctionner en 2 phases. Une phase pilote où finalement l'on testerait la faisabilité de ce que j'avance ici, mais probablement qu'une phase pilote, même si on voudrait qu'elle réponde à toutes les questions, ne répondra pas à la réelle question. Donc, tester tout le monde et assez fréquemment, c'est une nouvelle organisation et c'est une nouvelle problématique à laquelle on est encore peu habitué. Traiter tous ceux qui sont positifs aujourd'hui aussi, c'est une nouvelle approche sur laquelle il faut certainement envisager une exploration de différents domaines et bien sûr le faire en comparaison avec d'autres communautés et d'autres populations. Pourquoi faire? Eh bien, pour regarder effectivement, au bout du compte, la différence en termes d'acquisition de l'infection, dans un contexte où d'autres mesures de prévention seront bien sûr disponibles.
Mais on a probablement tort ici de qualifier les autres points de sortie de ce type d'essai comme secondaires, car ils sont au moins aussi importants et d'ailleurs seront probablement explorés et regardés avant les autres, avant le principal, à savoir l'acceptabilité, les résultats de ce type d'approche du testing, les modifications comportementales au niveau des communautés. Et c'est très important d'y réfléchir aussi, le fait que augmenter assez nettement l'accès et l'usage des traitements pourra avoir des conséquences non négligeables sur la morbidité. Et quelque part, ce type d'approche de recherche, qui est vraiment du futur, ou dans un futur très proche, nous l'espérons, c'est quelque part la réponse ultime à la question de quand doit-on commencer le traitement. En tout cas, ce type d'essai devrait apporter des réponses extrêmement intéressantes aussi à cette question. Je terminerai en disant que nous ne méconnaissons pas que 3 problèmes majeurs seront communs à toutes ces études de base interventionnelle des 5 prochaines années, si elles ont lieu. Est-ce que, une fois que les gens acceptent, les populations acceptent de participer à ce type d'intervention, est-ce qu'ils maintiennent leur acceptabilité sur le long terme ? Est-ce qu'il peut ou il pourrait y avoir plus de mal que d'avantages au niveau aussi bien individu que communauté à utiliser ce type d'approche? Enfin, bien sûr, à quel coût et quel pourrait être là, le maintien? Donc je terminerai en disant que l'agenda des 5 prochaines années reste à écrire, et j'aimerais être dans la position, bien sûr, de Bertrand qui a tant de résultats à montrer aujourd'hui, car tant qu'on n'a pas fait ce type de recherche, il est inenvisageable d'imaginer qu'on puisse réfléchir à des recommandations. Ces recommandations peuvent avoir néanmoins une pertinence aussi bien pour les pays à ressources limitées que pour les pays à plus haut revenu. En fait, il y aura une étude qui ressemble un peu à ce que je viens de vous décrire, qui va se dérouler dans certains quartiers de Washington, car somme toute la situation à Washington, hormis la Maison-Blanche et Capitol Hill, est probablement assez dramatique aussi. Donc il y a des choses qui ne sont pas uniquement d'un côté du Sahara et l'autre de l'autre, mais les problèmes de coordination et de financement de ce type de projet, de ce type de recherche, mais nous sommes ici dans un colloque pour parler du futur, sont extrêmement aigus et aujourd'hui non résolus. Néanmoins, je voudrais terminer en pensant que si cette hypothèse était vérifiée, 2015 ou peut-être plus tard, on aurait là certainement un élément relativement important qui viendrait se rajouter à ce que l'on peut appeler la prévention combinée et à ce que devra probablement être la prévention du futur. Voilà, donc je voudrais juste terminer en remerciant tous les membres avec qui je travaille sur ce projet côté ANRS et dans différentes équipes de recherche. Je vous remercie.